Bienvenue à tous et à toutes, Vous êtes avec Testeur de CBD je suis Oro. et moi c'est Ben. On se retrouve aujourd'hui pour notre tout premier podcast, un podcast assez spécial puisqu'il s'agit d'un podcast producteur. C'est une petite série que nous allons vous présenter à partir du mois d'avril et pour le premier épisode, nous recevons un producteur très spécial, Ice Tiki Crew. Salut Ice Tiki, nous c'est Testeur de CBD. Vous êtes tous les trois fondateurs de la marque. Quand est-ce que vous avez commencé le projet ? Salut, alors moi c'est David, je suis un des 3 fondateurs de Sticky Crew. On a commencé le projet il y a une année, on a choisi de nous unir, on était tous un peu dans le mouvement déjà du cannabis et on a décidé d'unir nos forces et de se mettre ensemble. Moi avant à la base je suis un mécanicien, donc je travaillais les voitures. Après, j'ai beaucoup voyagé. Je suis allé apprendre l'anglais aux États-Unis, où j'ai pas mal pu apprendre la culture du cannabis, les génétiques. J'ai appris beaucoup là-bas sur place. J'ai eu le droit à ma licence du cannabis médicinal aussi sur place. Donc, je pouvais aller dans les dispensaires. C'était cool. Après, j'ai enchaîné les voyages. Je suis parti en Thaïlande. Je suis resté pendant 4-5 ans en Thaïlande. J'ai aussi travaillé dans la culture du riz. J'ai ma femme qui est thaïlandaise. Donc, du coup, je suis resté pas mal en Thaïlande à apprendre à cultiver de façon organiquement, apprendre à connaître la terre. Et après, je suis revenu en Suisse il y a 3 ans. J'ai lancé une première entreprise de CBD qui est bien partie. C'était une grosse entreprise, mais finalement, on a décidé d'arrêter d'avancer ensemble parce que ça s'est mal déroulé. Donc, du coup, j'ai mis un peu le pied sur le CBD, histoire de choisir quelle direction je voulais prendre, tout en restant dans le domaine. J'ai toujours travaillé le CBD, le cannabis, j'ai toujours voulu rester dans le domaine. Donc j'ai réfléchi, j'ai fait un peu de la sélection de fleurs, j'ai fait des tests, jusqu'à avoir une base solide. Et après j'ai proposé à mes 2 associés, à Chris qui va vous expliquer son parcours, et à Joe aussi. Et on a décidé de s'unir, et du coup c'est le fruit de cette recette. Et vous vous connaissiez avant les trois, vous étiez amis ou c'est le CBD qui vous a fait vous rejoindre? Exactement, donc on était des amis d'enfance, donc on a grandi ensemble, on a fait toutes nos écoles ensemble, Okay. on est toujours resté en contact. Donc ouais, non, on a des potes d'enfance, j'avais oublié de le dire. Ok. Hello, hello. Alors voilà, moi c'est Chris. Je suis du même domaine à la base. C'est vrai que j'étais aussi mécanicien. Et c'est ça qui a fait que depuis qu'on est jeune, on se connaît. Ça fait un bail maintenant. J'ai travaillé pendant un bon moment à droite à gauche. Après, je me suis lancé un peu dans l'événementiel. Et honnêtement, c'était pas tous les jours facile. David, entre-temps, lui, il a voyagé pas mal. J'ai gardé contact avec lui et il faisait beaucoup de choses. Et du coup, quand il est revenu ici, il avait un projet justement avec le CBD. Et il nous en a parlé à Joe et à moi. Et du coup, moi, j'ai croché à fond parce que David, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Quand il fait des choses, il s'investit beaucoup, il se renseigne et il connaît beaucoup les choses qu'il fait. Et du coup, je me suis dit que c'était une opportunité justement de quitter un peu tout ça, de tout le temps travailler pour des gens, devoir à quelqu'un et que la reconnaissance soit pour les gens avant soi. Et là, c'était une chose en disant que lancer une aventure avec des amis d'enfance, on avait déjà des liens solides dans un domaine qu'on aime les 3 énormément. Moi, j'ai trouvé que c'était génial et j'ai dit que j'étais à 100% pour et qu'il fallait foncer, quoi. Et j'ai suivi l'aventure. Et c'est comme ça qu'on a fait un peu tout ça, quoi. Le bateau de pirate. Voilà, les pirates, exactement. Excellent. Salut, moi c'est Jonathan, le 3e. Moi, mon parcours, j'ai commencé comme dans le commerce, en apprentissage. J'ai fait un peu bosser là-dedans dans le commerce, l'administratif. J'ai toujours été un consommateur, donc j'ai toujours aimé ça et tous les aspects aussi. Après, je me suis un peu intéressé à la culture avec mon frère, j'en ai fait un petit peu. J'ai toujours été passionné par l'Amérique du Nord. J'ai une mère qui est canadienne, donc j'ai beaucoup voyagé là-bas aussi. Et la culture est très importante là-bas et très renommée et très intense. J'ai toujours eu un œil là-dessus aussi et ça m'a toujours intéressé. D'ailleurs, j'ai bossé là-bas avant de revenir. Et je suis revenu en Suisse, en fait, ça s'est pas passé comme je voulais, puis j'ai décidé de rentrer. Finalement, ouais, il y a David qui est arrivé avec ce projet, puis j'ai aussi décidé de suivre. C'est vraiment un train à prendre, quoi. C'était une bonne chose, quoi.
Je travaillais dans une entreprise de cannabis au Canada aussi. Ouais, j'ai bossé dans le cannabis au Canada. Ouais. C'était déjà légal quand tu étais au Canada? Oui, ça venait d'être légalisé. Je suis arrivé 4 mois après. Ça a été légalisé en octobre 2017 et je suis arrivé 2019, excuse-moi. Et je suis arrivé 4 mois après. En fait. Bah, c'était aussi pour trouver un travail là. Exactement. Ça, j'adore ce qui est culture et tout ça et je voulais bosser dedans en fait. Et quand j'ai su que ça a été légalisé et que j'ai le passeport aussi, je me suis dit bah voilà, il y a une opportunité, vas-y. Et je l'ai fait. Enfin, j'ai fait le saut, ça s'est pas passé comme je voulais, puis je suis rentré après un certain temps. Vous avez pas mal voyagé du coup, les trois en fait. Nous, on est pas mal des voyageurs. Ouais. Plus que moi je suis un peu un. On a voyagé pour Chris en fait, tu vois. On s'appelait, on lui faisait des vidéos. Il nous envoyait les colis depuis la Suisse en fait. C'est lui qui nous amenait notre nourriture locale. Et un peu de fumette de temps en temps. Il nous a aidé à garder la pêche. Normal. Bon, et du coup, pourquoi Ice Tiki? Ice Tiki Crew. Ice Tiki Crew, alors à la base, nous on était partis sur un nom d'entreprise. À la base, on était sous le nom de Switzerland. On avait trouvé ce nom super et on s'était pas renseigné encore s'il y avait du monde qui avait déjà ce nom. Donc on était basé sur Switzerland. Et après, je sais pas, peut-être 3 mois qu'on avait commencé l'aventure, ben on s'est rendu compte qu'il y avait en fait une personne qui avait déposé déjà cette marque en fait, Switzerland. Donc on a dû rechercher un nouveau nom. Et puis, on a aussi des projets sur les États-Unis, donc on cherchait quand même un nom qui pouvait aussi sonner anglophone, qui passait un peu partout. On se prétend aussi être un peu une équipe attachante, parce que notre but c'est d'être près du client. On trouvait que ça sonnait bien et on a trouvé Ice Tiki Crew par hasard en fait. On cherchait des mots. Il y avait aussi la typographie. On trouvait que le H ça sonnait bien, donc un I, on est parti. En fait, on s'est basé un peu sur des initiales. I, il y avait le S aussi qui était cool, donc on a cherché en fait avec les initiales un mot qui sonnait bien. Et puis il y a Ice Tiki Crew qui est sorti et du coup on est resté dessus. On est vachement content de nos choix pour l'instant. Il fait l'impact qu'il doit faire, je trouve. C'est une approche vachement graffiti en fait. On est vachement dans le graffiti. Bah oui, il y a nos packaging et tout, ça se voit, on est vachement dans le graffiti. Et c'est clair qu'à la base, ce qu'on voulait en fait, c'était créer une typographie unique. Pas qu'on puisse l'écrire sur l'ordinateur, mais d'avoir une typographie quand même qui nous corresponde et qu'on aime. Donc on a trouvé un designer qui était capable aussi de nous créer une typo pour avoir justement la Ice Tiki Crew. Et après, ça nous a mené à trouver aussi un autre graphiste super, celui qui nous fait les packaging. C'est un Canadien qui s'appelle Félix Laflamme, donc il habite au Canada et il fait des BD à la base. Et on a pu être rentré en contact avec lui et c'est lui qui nous gère tous nos graphiques. Et il nous crée aussi des typographies, tout ça. Donc ouais, on est vachement dans le design, graffiti, un petit peu. Ouais, on essaie d'apporter une dimension un peu à l'américaine, vu qu'on a beaucoup voyagé. C'est un petit peu à l'américaine, nos packaging. Il y en a des qui disent ça fait un peu THC. Ah, c'est un peu le but aussi. C'est le but, c'est d'apporter une dimension un peu, ouais, une approche différente des packaging standards, quoi. Donc, ouais, on est beaucoup sur les graphiques. Et se faire kiffer nous, parce qu'au final, on se fait vraiment kiffer et apparemment les gens ils kiffent, donc c'est encore plus plaisant. Ça change, tu vois, d'avoir un truc comme on trouve sur le marché de conventionnel, on essaie un peu de. Le truc, c'est se différencier, pardon, Jonathan. C'est qu'on voulait mettre en avant les génétiques et faire un logo par génétique, c'était une force, on trouvait. Ouais, aussi, c'est vrai. On voulait mettre ça en avant et on a trouvé cette idée assez innovante aussi. Donc on voulait partir là-dessus, puis je pense qu'on est. Je trouvais que c'était un bon respect envers du grower et aussi nous, on aime beaucoup faire des contacts avec les autres growers. On n'est pas du genre à avancer seul, donc on est du genre à avancer avec du monde. Donc on s'est dit aussi c'est une belle approche pour se rapprocher des créateurs des génétiques en leur créant un logo. Donc ceux qui ont créé les génétiques, ils ont quand même des logos maintenant au nom de leur génétique. Et ouais, c'était aussi pour ça, c'est vrai, c'est bien dit de la part de Joe. Puis on met des petits clins d'œil sur les packaging aussi de tout ce qui nous a fait un petit peu voyager dans notre enfance, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans les dessins animés ou sur chaque packaging, en fait, il y a un petit clin d'œil. Je sais pas si vous l'avez vu. Vous assumez donc le côté parce que par exemple dans le CBD, c'est vrai que
comparaison avec le THC, des fois, elle est un petit peu mal vue, mal prise, ou alors elle est mal comprise même. Et donc, vous assumez, voilà, que vous faites une marque qui s'inspire de ce qui se fait sur le THC, mais avec votre recette pour le CBD, quoi. Mais vous reprenez les codes, en tout cas, et c'est assumé. Pleinement, je pense que tu as bien dit, hein, et même le cannabis va se légaliser tôt ou tard. Je sais pas quelle ampleur ça va prendre, mais je sais que ça va se légaliser. C'est pas pour autant que j'arrêterai de faire du CBD. Pour moi, le CBD est quand même une molécule utilisable et importante dans le domaine du cannabis. Il y a 20 ans, on achetait du CBD sans savoir que c'était du CBD. Personne ne voyait la différence. Donc non, pour nous, on assume pleinement. On n'apporte pas forcément de différence, même si moi, je suis un fumeur de THC également, mais je fume aussi du CBD. Je pense qu'il a largement sa place dans le marché du cannabis. Clairement. Il y a deux manières d'utilisation qui sont totalement différentes aussi. Aussi, Pour les besoins qu'on a ou donc. Ouais, niveau professionnel aussi, il peut être très très utile pour certaines personnes qui ne pourraient pas se procurer du THC. Ouais. Pour les animaux, pour les personnes peut-être un peu plus jeunes ou peut-être un peu plus vieilles. Non, je pense qu'il a vraiment sa place et on assume pleinement nos choix. Quoi qu'il arrive. En dehors de la partie administrative, de quoi êtes-vous parti en termes de génétique, mode de culture, et vers quoi vous dirigez? Donc nous, en fait, on a choisi de prendre des génétiques qui n'étaient pas encore en Suisse. Donc moi, à la base, je bossais beaucoup avec des bonnes génétiques qui tournent déjà ici, que ce soit la canatonique, la V1 et tout ça. Et je recherchais des croisements à partir de ces génétiques qui ont été faites par des bons agriculteurs. Et j'ai été chercher des nouvelles génétiques afin d'amener vraiment déjà d'autres génétiques. Je pense aussi nos façons de cultiver sont aussi un peu différentes des autres. Quand on fait tout à la main, on n'a pas des très très grosses récoltes, donc on peut se permettre de réussir de tout faire à la main. Les engrais, on est sur du 100% organique. On peut arroser à la main, donc on a vraiment un contrôle total de ça. Et le but vraiment, c'est d'avoir des génétiques qu'on maîtrise. Et on va se diriger vers le but, c'est de réussir à faire ce qu'on fait en petit, le faire en gros, en respectant notre idée de base, qui est le respect de la nature, éviter tout ce qui est en contact avec la pétrochimie et tout ça. Donc vraiment rester sur nos bases tout en grandissant, quoi. Mais on cherche pas forcément à devenir des monstres. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Un petit réseau nous suffirait. C'est vers quoi on va se diriger, réussir à faire en plus grosse quantité, c'est clair, hein, parce qu'on fait pas des quantités qui pourraient nourrir toute la Suisse ou toute l'Europe, mais on aimerait bien réussir à faire des plus grosses quantités tout en gardant cette philosophie et réussir à suivre niveau administratif et surtout niveau des finances, parce que ça a quand même un coût. C'est là-dessus qu'on doit être ultra smart, donc comment on évolue, on développe, et comment on place nos pions. Donc ouais, le but c'est vraiment de rester sur cette idéologie de base qui est de rester dans l'organique et de réussir même si le but c'est de créer aussi de l'emploi. Donc si on ferait tout par des machines, quand on va s'agrandir, on pourrait tout faire nous-mêmes. Et le but c'est aussi pouvoir faire participer nos amis ou nos proches qui voudraient aussi se lancer dans le domaine, pouvoir vraiment pouvoir continuer à faire de l'organique tout à la main. C'est vraiment là-dessus qu'on va se diriger. De la graine au pochon, comment ça se passe chez Aristiquet? Chez Astic Crew, nous on fonctionne avec des plantes mères. Donc pour justement que le client il ait tout le temps la même qualité, qu'il ait tout le temps la même herbe dans son pochon. Donc on lance pas des graines, on lance vraiment des plantes mères. Donc on a sélectionné nos plantes mères et à partir de là on fait des clones. Et nous on prépare les clones par rapport à aux salles de culture qu'on a. Et on fait les clones, on récolte, on fait un séchage, on fait un curing, on met en packaging et on expédie. Donc on a aussi cette chance, c'est qu'on contrôle toute la chaîne de A à Z. Donc on dépend un peu de personne. Donc ça nous permet d'être vachement libre sur comment on grandit. On entend souvent parler de plusieurs banques de graines de CBD, Jim Seeds, Zitronic, même Phenocan et d'autres. Ils ont l'air de fournir un bon nombre des producteurs suisses. Est-ce que vous avez pu avoir de l'aide? Est-ce qu'il existe des communautés en Suisse au sein des producteurs? Est-ce qu'il y a du partage? Comment ça se passe?
Moi, je suis rentré un peu en contact avec Jim Seed qui fait des génétiques. Je sais qu'il fait du breeding et puis il vend pas mal de graines. Après, je suis pas vraiment. Ils sont beaucoup sur la partie suisse allemande. Donc nous, côté Suisse romande, parce qu'en Suisse, il faut savoir qu'il y a la Suisse Allemagne, la Suisse romande et le côté italien. Donc il y a un petit peu des petites barrières par rapport à ça. Et nous, étant dans la partie suisse romande où l'entraide est un petit peu plus difficile, ici on a un peu de la peine à s'unir et à faire des belles choses, contrairement aux Suisses allemands qui arrivent vraiment à rester entre eux puis à faire des trucs cool. Du coup, je sais pas trop ce qu'ils font de la manière dont ils le font. Moi personnellement, je suis pas forcément en contact avec eux directement. Peut-être dans un avenir proche, c'est clair que le but, c'est que vu qu'on est tous dans la même direction, c'est qu'on soit tous ensemble. Après, je pense qu'on a tous aussi notre pain à garder. Lui, je pense qu'il a aussi des génétiques qu'il voudrait garder. Et je pense que c'est tout ce que je pourrais dire par rapport à ça. Donc au sein de l'aventure Ice Tiki, en fait, vous avez d'abord passé un bon temps à échanger entre vous, à vous réunir, à vous rassembler. Puis il a fallu prendre un certain temps aussi pour choisir et sélectionner les génétiques avec lesquelles vous alliez travailler. Donc on imagine que vous avez testé pas mal de banques, pas mal de semences, de génétiques différentes avant de faire vos choix et de prendre vos décisions. Oui et non, parce que c'est quand même aussi un travail sur plusieurs années. Et j'ai déjà sélectionné beaucoup de plantes dans le passé. J'ai déjà une bonne idée de base des génétiques, de qui a les vraies sélections officielles, de qui c'est qui En fait, c'est un travail que tu faisais déjà toi en amont. J'ai toujours été basé sur les généticiens, sur le breeding. Donc, j'avais déjà un fort bagage sur les lignages des génétiques. Et en vrai, on n'a pas eu besoin de commander énormément de graines pour taper dedans. Par contre, il a fallu commander plusieurs graines de génétique. On a préféré prendre moins de graines, mais avoir plus de graines de la même génétique pour pouvoir les sélectionner, plutôt que d'avoir plusieurs génétiques. Et ça, on n'a pas fait sur des champs complets de 1000 graines. Donc ça veut dire qu'au moment où vous avez lancé Ice Tiki, toi, tu savais déjà, moi je veux cette variété-là parce qu'elle déglingue, je veux ça. Vous étiez déjà... Pas forcément, il a fallu quand même les tester et puis chercher les terpènes. Donc il y a quand même une sélection qui a été faite sur les graines et sur les phénotypes. C'est vraiment les phénotypes qu'il fallait que je retrouve. Il y a certains phénotypes que j'ai évités, comme le phénotype citron que j'ai essayé d'éviter parce que pour moi, il y a énormément de phénotypes citron dans le CBD, c'est une des souches de base et pour moi, c'est pas le phénotype que je recherchais. Donc, on a vraiment cherché les phénotypes. C'était vraiment là-dessus qu'on essayait de se démarquer, qu'on voulait se démarquer dans le futur. Mais si c'était possible, est-ce que vous travailleriez avec certains autres producteurs ou certains autres acteurs du milieu? Peu importe la nationalité ou leur pays d'ailleurs. Ou est-ce que vous voulez vraiment rester grower jusqu'à de A à Z? Je pense que le but, c'est quand même qu'on s'unisse tous et qu'on trouve aussi notre spécialité. On a tous, je pense, une spécialité, il y a de la place pour tout le monde et je pense que tout seul, on peut pas prendre un bateau et puis faire la cuisine, manier les voiles, tout gérer. Donc non, je pense qu'on a besoin d'être tous ensemble et même nous tout seuls, on serait jamais où on en serait maintenant. On a besoin de l'aide des gens qui ont fait les génétiques. Et il faut pas oublier que sans eux, on n'aurait rien et puis qu'il y a encore on a besoin d'être ensemble, je pense. Par rapport au pays, nous, comme j'ai pu le dire, tu vois, on bosse avec le designer qui est au Canada, le généticien des graines, il est aux États-Unis. Moi, j'ai des contacts aussi un peu en Espagne. Ici, le milieu du cannabis, en vrai, il y a quand même des puristes qui sont là depuis plusieurs années. Donc, on se connaît peut-être pas directement, mais on se connaît tous un petit peu. En tout cas, moi, j'en connais énormément, que ça soit dans les personnes qui ont des entreprises de CBD ou qui sont pas dans des entreprises professionnelles. On se connaît tous un petit peu. Donc, le milieu, je pense qu'il est là et puis on s'entend plus ou moins bien. C'est un milieu qui va assez bien. Dans l'underground, plutôt. Après, moi, je suis beaucoup un gars de l'underground, donc
En Suisse, ça a l'air un peu plus apaisé qu'en France, ouais. Oui et non, je sais pas la situation en France, comment ça se passe. Moi, j'ai beaucoup de contacts avec les Français qu'on me contacte pour des aides, que ça soit pour des génétiques ou que ça soit pour des questions, ou pour des aides pour créer des entreprises. Et je veux pas cracher sur le mouvement suisse, hein, mais j'ai l'impression que les Français, vous êtes quand même vachement préservés. Vous avez plus cette envie de ramener le côté puriste. C'est moins business, peut-être parce que c'est pas encore légal en France et que votre façon d'aborder, je le ressens moins comme ça, mais c'est moins business et j'ai l'impression que c'est plus ouvert et plus amical et que vous avez plus envie de faire avancer les choses Je suis que de complètement bloquer la d'accord. chose. C'est ce que moi, mon ressenti, hein, avec la Suisse, c'est très très business et au final, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui ont des entreprises. C'est pas forcément de base des passionnés, parce que je sais que les passionnés, ils sont pas forcément encore dans le CBD, ils font encore d'autres choses. Donc en France, j'ai vraiment l'impression que je parle avec des passionnés qui ont vraiment envie d'apporter le mouvement du CBD ou du chanvre vraiment dans une belle dimension. C'est vrai qu'en France, avec le marché du cannabis, quand on parle d'argent, on rentre tout de suite dans un domaine d'illégalité. Et c'est vrai que du coup, les quelques personnes qui sont dans le cannabis et qui ne font pas de trafic sont automatiquement des passionnés. Puisque l'argent est compliqué à faire en restant dans la légalité, même impossible. Euh, c'est vrai que du coup, nous, on a pas mal, comme tu dis, de passionnés. C'est une terre de tradition agricole, la France, donc là-dessus, on se Si, avec rejoint. le vin, je pense que ça aide, c'est vrai. En Bah, tout cas, moi, c'est mon ressenti que j'avais eu, quoi. Puis je trouve que c'est plaisant et puis faudrait que ça se passe comme il faut. C'est pour ça qu'il faut pas trop stresser. En Suisse, on a peut-être un petit peu trop stressé. On a tous voulu rusher et tous voulu prendre notre pain, alors qu'au final, on aurait pu faire les choses comme il faut. Il y aurait de la place pour tout le monde, je pense. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont chuté et d'autres qui ont grandi, alors que je pense qu'il y avait de la place pour tout le monde. Et en France, j'ai l'impression que ça va plus. Il y a aussi plus de monde en France, donc c'est différent. On est 8 millions en Suisse. L'approche est aussi différente. Ouais, c'est différent. Et du coup, est-ce que vous avez des producteurs voisins suisses que vous appréciez ou dont le travail vous impressionne? En France, Non, non, en Suisse. en Suisse, D'autres producteurs en dehors, je pense notamment à Mista Buds ou à Jungle Farm, c'est des marques que vous connaissez? ouais, alors je connais Mr. Buds, que lui, je l'ai toujours apprécié et mis en avant parce que je trouve qu'il fait aussi du super produit. Jungle Farm, je connais pas du tout. Mais Mr. Buds, c'est vrai que c'est une des personnes que j'ai tendance à citer parce que c'est un très très bon travailleur. Je le connais aussi personnellement. Je sais que c'est un gars qui bosse bien. Et il fait aussi des super produits. Lui, par exemple, ce serait une personne à citer que je trouve qui fait du super boulot. Je rêve d'une collaboration Mista Buds Ice Sticky, hein. Ouh là là. Ouais, mais on se connaît, on s'est déjà parlé. Je l'ai rencontré chez un ami. Il est venu rencontrer un de mes amis il y a quelques mois et je l'ai rencontré. On se connaissait déjà. De toute façon, le mouvement, il est pas très très grand, donc on se connaissait déjà sans se connaître, en fait. Les CBD, il se fait plus. Il y a plus d'entreprises en Suisse romande, il y a plus d'entreprises en Suisse allemande. Je pense qu'il y a plus en Suisse-Allemagne. Hein. À niveau proportion, ça doit être suisse-allemande, vu que là, il y a plus de population là-bas, le marché est plus grand, donc il Ok. y a plus d'entreprises. Honnêtement, j'ai pas les chiffres, hein, je pourrais pas dire oui, il y a plus d'entreprises, mais d'une manière logique, je dirais que oui. Gros en Suisse-Allemagne, surtout. Surtout, c'est des plus grosses entreprises. Comment ça se passe au niveau des contrôles des étapes de culture? Parce que aux États-Unis et notamment en Californie ou dans les États qui ont légalisé la production, on sait qu'il faut des licences pour la culture, pour la distribution, pour la vente. Ils ont des contrôles à quasiment toutes les étapes. Comment ça se passe en Suisse et dans le CBD pour vous? Bon, je pense pour nous, c'est un petit peu pareil pour tout le monde. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à la base, quand ils ont légalisé quand ils ont monté de 0,2 à 1%, c'était déjà un peu le rush. Et à partir de là, les organisations de base, elles se sont fait vachement dépasser. Et en vrai, on n'a pas énormément de contrôle comme aux États-Unis. Par exemple, aux États-Unis, dans certains États, tu dois numéroter toutes tes plantes, tu as le droit à tant de plantes par patient et tout ça. Et en Suisse, nous, on n'a pas tout ça. Donc, on peut se permettre, c'est aussi pour ça qu'aux États-Unis, ils font peut-être
à l'époque, en tout cas, quand c'était pas récréatif et que c'était médicinal, ils avaient le droit à tant de plantes, ils devaient toutes les numéroter. Chaque clone qui était repris sur la plante mère, ça devait être numéroté. Et nous, en vrai, on n'a pas tout ça. On doit c'est surtout sur les packaging et l'Office fédéral de la santé publique, parce que c'est eux qui ont repris, en fait, le contrôle de tout ce qui était, tout ce qui était dans les contrôles. C'est l'Office fédéral de la santé publique. Et eux, leur travail, c'est d'être sûr qu'il n'y ait rien sur le marché de pas correct ou qui soit pas aux normes comme ils veulent. Mais en vrai, on n'a pas besoin d'une licence pour cultiver. Que ça soit en extérieur. À la base, on avait besoin d'une licence en extérieur, mais là, on n'a plus besoin. Donc, en vrai, on n'a pas forcément besoin d'avoir de licence spéciale. On doit par contre avoir une comptabilité qui est vachement précise. Chaque grammage qui rentre, qui ressort, qui est récolté, ça doit être ultra précis. Donc, c'est vraiment en cas de contrôle. Mais on est quand même assez libre de base pour lancer son entreprise. Il n'y a pas besoin d'avoir des autorisations. On doit juste, par contre, faire valider chaque génétique qu'on vend au détail. C'est beaucoup sur tout ce qui est vendu au détail où ils ont l'œil. Il y a les denrées alimentaires aussi qui contrôlent les produits, mais c'est des contrôles aléatoires. Donc ils passent généralement quand on ouvre l'entreprise, ils passent au début, ils regardent les produits, ils regardent qu'est-ce que nos objectifs et les produits futurs qu'on aura. Et sinon, il n'y a pas plus de contrôle que ça. C'est pas autant poussé qu'aux États-Unis. Mais la Suisse a été donc limitée à 0,2% à un moment donné aussi. Oui, bien sûr, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Suisse, c'était assez spécial, hein, parce que la culture de cannabis n'était pas illégale. La culture de stupéfiants était illégale. C'est pour ça que, par exemple, les chanvriers comme Bernard Rappa n'avaient pas besoin d'être à 0,2 et avaient le droit de monter à 1% de THC, enfin même à 20% de THC, parce que tant qu'on cultivait du cannabis pour pas en faire du THC, enfin du stupéfiant, eh ben on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc il suffisait qu'on remplisse nos coussins d'herbe et puis on disait qu'à la place de laine, eh ben on met du cannabis, eh ben c'est pas du stupéfiant. Et puis on pouvait vendre des sacs remplis d'herbe alors qu'on disait que c'était des coussins. Donc déjà de base on est vachement souple sur la loi des stupéfiants. Et après là, quand ils ont monté justement à 1%, à ce moment-là ils ont un petit peu durci les vis. Alors ils nous ont autorisé à 3 plantes par personne. Ils ont commencé à mettre un peu des lois. C'est intéressant pour les Français à entendre parce qu'ils pensent que allez, quand on passera à 1%, ça va être la fête du slip, tout va se. Ben non, mais ça peut aussi amener d'autres problèmes, d'autres réglementations. C'est très souvent ça, même aux États-Unis. Hein, maintenant, à l'époque, si tu te faisais choper en train de vendre de l'herbe, ça se trouve, je suis pas sûr de ce que je dis, hein, mais si ça se trouve, c'était moins grave que maintenant. Parce que maintenant, tu as affaire, si tu fais du black, eh ben, tu dois payer, c'est la TVA, c'est l'AVS, c'est tout ça qui tombe dessus. Et ça fait peut-être un petit peu plus mal qu'une simple amende pour culture de stupéfiants pour sa propre consommation. Je vois. Bernard Rappa, il s'est fait avoir à cause de ça. Il n'a pas eu d'amende pour sa culture de cannabis, mais AVS, TVA lui est tombé dessus. Et ça, c'est très cher à payer. En Suisse, vous rigolez pas avec ça, c'est carré. Ouais, et aux États-Unis aussi, et dans en Europe partout, hein, même je pense en France aussi. Tous les pays, hein, dès qu'il y a une histoire de taxes à payer, si tu la payes pas, ils sont pas contents. Ils viennent te chercher. Hein. Que ce soit niveau médical, thérapeutique, récréatif, tous les cannabinoïdes qu'on connaît à présent, le THC, le CBD et même le CBG aujourd'hui, tout avance et tout évolue de manière globale. On est pas mal à penser, notamment dans l'équipe de testeurs de CBD, qu'on va avoir droit à un boom des cannabinoïdes et qu'on va avoir des produits spécifiques à chaque cannabinoïde. Vous en pensez quoi? Et est-ce que vous prévoyez de vous adapter pour le futur? Ouais, moi je pense que c'est quand même à la base, on part quand même du THC, qui est la première base de la plante, on va dire. Et que moi, déjà, je suis passionné de ça. Je trouve que autant CBD, CBG et tout ce qu'on en sort, il y a quelque chose à prendre de cette plante, en fait. C'est une plante qui est tellement bénéfique que le seul problème qu'on a qui est contre ce boom, je dirais, c'est personnel, hein, c'est la vision que les gens ont.
déjà du cannabis et après du CBD qui est encore vachement attaché au cannabis. Le jour où les gens seront plus ouverts à ça, je pense qu'il y aura un boom parce que c'est une plante qui est très intéressante, autant pour soigner des maladies, des gens qui ont des pathologies. Au niveau de la concentration, c'est là où ça rentre le CBD, que c'est quelque chose qui est beaucoup plus doux que du THC. Donc les gens peuvent en consommer et rester quand même bien conscients. Je sais pas comment le Ouais, dire, mais moi, j'en suis le parfait exemple, hein. Moi, je suis un amoureux du THC depuis toujours. Et tu vois, je l'ai dit sur le groupe testeur de CBD vous concernant et sur d'autres marques. Ça veut dire que quand tu découvres le CBD et quand tu avances en âge aussi, le THC, ça peut avoir des effets un peu néfastes sur la concentration, la mémoire, l'anxiété même, hein, ça peut inverser. On commence à avoir un usage récréatif du CBD, nous, en tant que consommateurs, tu vois. Ça veut dire qu'il est plus juste palliatif au THC, mais qu'on peut avoir une vraie consommation récréative du CBD avec des variétés comme les vôtres qui ont un vrai goût, etc., une vraie recherche. Il y a pas mal de gens qui parlent des effets du CBG qui peuvent être intéressants en termes d'anxiété. Il y aurait même un petit effet, on parlerait d'un petit effet même proche du THC plus que le CBD. Est-ce que iSticky prévoit une variété forte en CBG ou est-ce que vos variétés ont déjà fort taux de CBG par exemple? Ouais, le CBG, c'est vraiment une molécule qui est assez intéressante. Les génétiques dominantes CBG, bien sûr, ça nous intéresse et on est en train de faire des sélections, on est en train de tester des graines CBG. Ce que j'ai compris, moi, d'après cette molécule, c'est que c'est la molécule mère. C'est que cette molécule, c'est la molécule qui va soit se transformer en CBD ou soit se transformer en THC. Et cette molécule mère, je pense qu'elle est ultra intéressante parce que d'après mon usage et d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'elle renforce en fait le CBDA et le THCA. Donc du coup, ça devient ultra intéressant pour justement travailler des édibles ou travailler du hash ou travailler tout ça. Justement, c'est pour activer la molécule, enfin les molécules actives des plantes. Donc ouais, on est vraiment en train de s'intéresser au CBG. On n'en met pas on n'en fait pas, on n'en met pas en priorité cette molécule. Mais oui, c'est une molécule vraiment intéressante et je pense qu'elle a du futur. Les génétiques, ça reste vraiment des génétiques cool, hein. Moi, j'ai eu des génétiques CBG, mais à fumer, elles sont vraiment très bonnes. Et pour le marché français, je pense que ça peut être ultra intéressant d'avoir un produit qui est fumable et qui est très bon, parce que c'est ça notre but aussi, c'est de fournir un produit au client qui se différencie pas forcément du THC, où tu dis ça c'est de l'herbe. C'est pas, ah, mais ça c'est du foin, c'est du CBD, c'est vraiment de réussir à avoir un produit qui est bon. Et pour viser du 0,2, je pense qu'il faut se diriger vers le CBG. Ouais. Je pense que c'est une des clés. Le seul problème, c'est que faut réussir à faire valider ces nouvelles génétiques sur le catalogue de l'EU. Justement, l'objectif un peu que j'ai, c'est d'être en contact direct avec les créateurs de ces génétiques, parce qu'il n'y a que eux, en fait, qui peuvent faire un passeport pour la plante et ensuite réussir à faire une demande, à faire les tests nécessaires. C'est des tests qui sont assez chers, parce que c'est des tests qui doivent rentrer dans l'ADN de la plante. C'est des tests assez compliqués pour pouvoir valider une génétique EU. Et on aimerait bien réussir à faire ça pour que les agriculteurs français puissent avoir vraiment des génétiques intéressantes. Après, j'entends parler de nouvelles génétiques à 0,2 qui sont intéressantes. Moi, pour l'instant, des dominantes CBD à 0,2, le plus près que j'étais, c'était à 0,28. Et c'était intéressant. C'était fumable, c'était très bon. En dessous, j'ai vraiment de la peine à trouver quelque chose qui ressemble à ce qu'on fait ou à ce que les bonnes entreprises sont capables de faire. Donc je pense que oui, il y a vraiment une opportunité à prendre pour les Français ou pour même toute l'Europe. Parce que même si là, ils parlent de monter à 0,3, et ça, je crois, c'est Joe qui a étudié, c'est quand qu'ils vont monter? Ça a été validé à la Cour à Bruxelles. Apparemment, ils doivent passer à 0,3 sur tout le marché européen, mais ils ont jusqu'en janvier 2023 pour le faire. Donc, les États français comme cela, je pense qu'ils vont prendre leur temps, vous voyez. Ça a été voté en octobre 2020. Tant que ça se mette en place, ils sont pas pressés, quoi.
Il y a déjà des boutiques CBD, bon, on citera pas de nom, mais qui ont une carte comment CBD, une carte CBG. Nous, chez Tester, on voit vraiment genre comme des coffee shops qui auraient une carte par cannabinoïde. C'est intéressant, comme ça montre tous les aspects de la plante, justement, et toutes les molécules, je pense. Et ça spécifie bien aussi à la clientèle ce que c'est. Plus il y a de précision, mieux c'est pour le client, je pense. Après, Et surtout que cette plante, on peut l'utiliser à plusieurs niveaux, comme on disait. Et c'est ça là c'est intéressant, c'est quand on voit les gens à l'heure actuelle, comment ils sont dépendants à des cachetons, à plein de médicaments pour tout et rien. Là, on se dit qu'on part sur quelque chose qui est naturel de base. Et en plus de ça, qu'on s'est bien cultivé, 100% vraiment naturel, et c'est juste magique. Qui, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est mieux de consommer, que ce soit THC, CBD ou CBG, que de prendre un Dafalgan. Après, tout dépend ce que tu as aussi. Il y a beaucoup de produits CBD possibles, CBD ou CBG, ou avec la plante de cannabis en tout cas, qui sont possibles de faire pour à peu près toutes les segmentations du marché qui existent. Mais est-ce que vous projetez de faire d'autres produits, par exemple des huiles? Ouais, je pense que c'est quand même il faut quand même un sacré savoir pour faire de l'huile de qualité. C'est aussi un autre financement. Donc, faire de l'huile, on aura de toute façon des déchets. Donc, pourquoi pas s'associer avec quelqu'un qui puisse en faire et qui nous ferait notre huile, mais faire nous-mêmes. J'en ai déjà fait de la wax ou de l'huile, du RSO. Mais non, je pense qu'on est plutôt de la culture. Nous, c'est vraiment la culture qu'on aime et on veut rester sur de la culture. Notre but, c'est pas trop de s'éparpiller et de faire 36 000 choses. Je pense qu'on arrive déjà à bien maîtriser la culture. Je pense que c'est déjà pas mal. Et avec les déchets, on va voir ce qu'on en fait, si on fait du hash, si on fait de l'huile, si on fait peut-être même des cosmétiques. Sans vraiment dénigrer la concurrence, simplement en mettant en avant votre travail et vos produits, qu'est-ce qui fait qu'on a plus intérêt à acheter chez iSticky que chez d'autres marques? Après, alors pour moi, ça c'est quelque chose aussi, encore une fois, de personnel. Chacun est libre de choisir ce qu'il aime. Tu vois, on veut pas pousser les gens comme pareil la concurrence. Jamais on voudra dénigrer ou se dire meilleur qu'un autre. Il y a toujours meilleur que toi, il y a toujours moins bon. Seulement que la seule chose qu'on pourrait dire de notre côté, c'est que tout est aussi soudé que notre amitié et notre parcours, disons. C'est-à-dire que, comme l'a dit David, on gère vraiment tout. On fait tout à la main. Il n'y a pas d'engrais chimiques, il n'y a pas de choses bizarres. C'est vraiment, tout est fait artisanalement, on va dire. Et ça, je trouve que c'est quand même une bonne chose parce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, c'est consommation, rendement. Les gens veulent importer des produits, veulent vendre pour faire que du gain. Et au final, nous, ce qu'on aimerait, c'est faire découvrir. On va pas se mentir, on a besoin d'argent pour vivre. On aimerait de l'argent comme tout le monde. Mais voilà, on aimerait faire découvrir aux gens, comme disait encore une fois David, c'est un autre produit, disons, une qualité qui est différente parce que il y en a des tonnes de qualités. Mais voilà, en travaillant tous ces petits détails, on arrive à avoir quelque chose toujours de meilleur. C'est comme une pomme qui a grandi dans un champ chez un paysan ou pareil pour les animaux, ta poule qui a été toute sa vie dehors, qui te fait des œufs, qui est heureuse, qui se promène avec le chien du paysan et puis qui leur parle. Ce sera jamais la même chose que ta poule qui te fait un œuf qui est dans un gros hangar et puis qui voit jamais le jour, malgré que ça reste des plantes qui soient en intérieur, mais c'est quand même tout un cycle. C'est clair que la plante, quand tu t'en occupes, tu fais ça n'importe comment, bah ça te le rend. C'est comme toutes les choses de la vie au final, il n'y a pas de miracle. Plus tu t'investis dans une chose, plus elle te rend de belles choses et plus toi, t'en obtiens de la satisfaction et comme par hasard, on ne sait pas pourquoi, ni comment l'expliquer, mais ça touche les gens. D'ailleurs là, on n'arrive jamais à trouver les mots et à comprendre. D'ailleurs moi, parce que ça touche. Il y a plein de gens justement qui essayent nos produits et qui nous disent que c'est génial. Et voilà, des petites personnes comme nous, on fait ça avec comme on peut. Et c'est magnifique d'avoir des retours aussi positifs et que les gens arrivent à reconnaître tout le mal qu'on se donne en fait. C'est du travail qu'on fait pour nous. Et c'est magique si des gens sont satisfaits, si on peut donner du plaisir. Comme je te dis, moi, on offre ce produit, mais dans la vie, je consomme plein d'autres choses. Que ce soit la nourriture, je suis content quand je vais chez un boucher et que j'achète de la bonne viande, que je sais d'où elle vient
et que les animaux ils ont été bien traités ou peu importe pourquoi c'est. C'est vrai que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, donc c'est cool de vous voir ici dans cette position, et je pense que ça parle aux gens, et nous, ça nous parle à nous, parce que le projet testeur de CBD, il est né aussi pareil, que ce soit moi ou Oro, on a à un moment eu envie de se lancer dans un truc qui nous réaliserait nous, et de voir les retours publics avec les compliments que nous on peut avoir, bah, ça nous touche aussi, donc on comprend vachement bien votre démarche et on la respecte. Ça se voit sur la qualité des produits aussi, hein, clairement. Ouais, le but c'est aussi de vous amener dans un univers, dans notre univers qui nous correspond, et de vous faire vous sentir à l'aise aussi. C'est ça, de rester proche du client, de vous faire rentrer dans notre univers, que vous ayez envie de rester, et que ça se passe bien. Je dis pas forcément que vous avez envie de rester, que vous n'allez pas voir ailleurs, ou que les clients sont chez nous. Bon, il y a de la place pour tout le monde, on n'a pas suffisamment de quantité pour... mais vraiment, quand créer une vraie connexion avec les clients aussi, puis rester proche du client. C'est vraiment un but qu'on espère qu'on va réussir à tenir sur le long terme. C'est aussi une preuve de respect, une façon de remercier les clients et ceux qui nous admirent. C'est aussi de voir comment on vit, comment on dépense notre argent, et les choix qu'on fait dans la vie. Si on fait des choix qui n'ont rien à voir avec le cannabis, bah, je pense pas que certains clients ont vraiment envie de faire vivre notre projet. Le but, c'est aussi de faire des choix où vous vous sentez un petit peu dedans, un petit peu que ça soit un peu votre univers aussi, que ça soit l'univers à tous ceux qui veulent y rentrer, quoi. Si d'autres producteurs que vous pouvaient piquer de votre univers et que ça se voit sur leur qualité, ce serait quand même génial, hein. C'est notre but en gros, hein, d'être l'exemple ou de donner l'exemple à quelqu'un. Je pense que c'est une des meilleures récompenses que Dieu peut nous donner. Moi, je serais content que rien que d'apporter un tout petit peu au mouvement du cannabis ou peut-être même à la mentalité des gens. J'en sais rien si ma mentalité c'est la bonne, mais c'est déjà énorme, quoi. Donc ouais, c'est vraiment l'objectif aussi de base, quoi. Après, je pense pas qu'on a raison, hein. Je pense pas qu'il faudrait que des entreprises comme nous, parce qu'il n'y a pas forcément des clients qui sont prêts à payer 7 francs par gramme. Il y a il y a des gens qui ont d'autres budgets, qui ont d'autres façons de voir le produit, et je pense pas qu'il faudrait que des entreprises comme nous. Au contraire, il en faut pour tout le monde. Il faut la moins bonne qualité, de l'extérieur, un peu de tout, un peu. Puis même les goûts et les couleurs, on propose Ouais. pas tous les goûts, donc Bien sûr que il y a non. des goûts qu'on trouvera pas chez nous, hein, puis les clients trouveront chez Bah nous. ouais, par exemple, moi je suis un fan de Lemon, et là ce que tu m'as dit avant, Voilà, sur Lemon, exactement, on n'a pas de citron chez nous, donc pour les fans de citron, On est en c'est train d'en difficile d'être... sélectionner une, mais elle est un peu forte. Puis c'est pas vraiment citron, c'est plutôt citrus, plutôt agrumes agrumes sucré citron, mais pas le citron comme la V1 par exemple, qui est une super génétique. Moi j'ai beaucoup bossé avec la V1 Adélie, qui est un grower je crois que c'est un gars d'Yverdon, c'est Adélie, je crois qu'il vient d'Yverdon, qui avait créé cette V1. Et je trouve que c'était une super base suisse qu'on avait. Elle était justement lemon, et j'ai essayé d'aller à l'encontre de celle-là en fait. J'ai beaucoup bossé avec la Super Silver Haze. Quand j'ai le lemon qui n'est pas celui-là, ça me fait pas frémisser en fait. Je recherche celui-là. Je recherche ce sucré un peu lemon. Tout ce qui est citron, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'avec le linalol et le limonène, il y en a un petit peu partout en fait. C'est vrai, exactement. et une question alternative que on lit à gauche, à droite, il y a pas mal de ce qui est cannabis californien, les produits finis californiens, on fleurit un peu sur les sites français ou même suisses. C'est vrai qu'il y a une vraie culture californienne on dit souvent que la weed fait une plus grosse fumée, il y a plus de goût. Est-ce que c'est vrai ou c'est un peu un mythe? Ouais, je pense que c'est un petit peu un mythe. Après, ils ont des bonnes génétiques, ils ont un bon mouvement là-bas, ils sont restés fidèles aussi au nom des génétiques, donc ça a été plus facile aux agriculteurs de s'y retrouver. Ils n'ont pas inventé des faux noms génétiques, ils ont quand même bossé des super génétiques. Après, ça reste des génétiques qui viennent quand même pas mal d'Europe, hein. C'est quand même Resin Seed qui ont fait un des plus gros boulots dans la commercialisation des graines CBD, et ça reste des produits européens, donc niveau CBD, le produit il n'est pas forcément différent que chez nous. Ils ont d'autres engrais, donc ils cultivent différemment.
Mais Ouais, c'est plus à ce niveau-là que ça se passe, quoi. ça se passe vachement à ce niveau-là. La culture organique, là-bas, elle a son prix aussi. Nous, par exemple, on a la Globetrotters. Et la Globetrotters, en fait, ça va être une génétique qui va regrouper plein d'agriculteurs. Donc, notre but, c'est qu'on a compris qu'on n'était pas capable de cultiver suffisamment pour toute notre clientèle. Donc là, en fait, on est en train de faire des unions avec d'autres agriculteurs, que ce soit en Suisse, en Italie, aux States. Et on peut avoir des génétiques qui pourraient venir d'Amérique dans nos paquets de Globetrotters. Comme la MB1, là, par exemple, on en fait aux États-Unis, c'est un de nos growers. Et lui, il a les mêmes techniques de culture que nous, il fait exactement comme nous. Le but, c'est vraiment qu'on fasse un collectif de growers qui cultivent pareillement, on cultive pareil, on a les mêmes façons de cultiver. Quitte à créer une charte carrément un jour, une sorte de guideline avec toutes vos recommandations et tout. À fond, ce serait magnifique. C'est un Hein. peu comme ça que ça se passe. Et après, le but, c'est qu'on soit aussi, qu'on s'entraide tous entre cultivateurs qui font de la bonne qualité. Il y en a des qui cultivent, mais qui n'ont pas forcément envie de la revendre ou vice-versa. La Globetrotters, elle est en fait pour ça. Et c'est pour ça qu'on a choisi comme nom Globetrotters. Ça va être de l'herbe qui peut venir un peu de partout. Et le but, c'est vraiment de trouver des gens qui bossent dans le même état d'esprit que nous. Aux États-Unis, ils ont une manière de fonctionner. Quand ils trouvent une bonne génétique, elle va être clonée et elle va être partagée assez facilement sur le pays et entre les États. Alors que c'est vrai qu'en Europe et dans le reste du monde, c'est un peu chacun pour soi, démerdez-vous. Et c'est vrai que de manière générale, que ce soit en THC, en CBD et juste dans la génétique de manière générale, euh, un bon clone, il se fait tourner, il va inonder le pays, et du coup on reste globalement sur toujours des bonnes génétiques, de la bonne qualité, surtout en THC par exemple en Californie, quoi. Ouais, je pense que c'est vraiment pas mal ce que tu viens de dire. Et c'est vrai que moi, qui est un grower et qui bosse beaucoup les génétiques et qui a souvent eu des génétiques rares, donc c'est clair qu'il faut aussi voir que le marché il est différent. C'est qu'en Suisse, on a des génétiques, et une fois qu'on a la génétique, eh ben, elle est très 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 dure à avoir. Donc on a tendance un peu à la garder, et c'est vrai qu'on a de la peine à donner les génétiques, contrairement aux States. Mais aux States aussi, c'est le but, c'est de créer un business avec la graine ou créer un business avec son herbe pour pouvoir en faire aussi une légende. Donc sans la donner à droite à gauche et essayer d'en créer une légende, eh ben, ils peuvent pas le faire. Donc aussi, c'est une autre façon de voir la plante. Et je pense que c'est donné à tout le monde d'avoir des super génétiques. Il faut juste prendre les bonnes graines et bien sélectionner. Mais c'est vrai que ici, c'est très très dur d'avoir certaines génétiques, mais ça reste aussi un travail dur, c'est pour l'avoir de base. Donc je comprends ceux qui la gardent, mais je pense qu'il faut quand même aussi faire tourner. Si tu as une super génétique et que tu es capable de fournir toute la Suisse ou toute l'Europe, eh ben ok, il n'y a pas de problème, tu la gardes, mais au bout d'un moment, ben, si c'est pour faire partager que 5% de la population, eh ben, autant peut-être donner à des gens qui peuvent en faire un peu plus et la partager comme il faudrait la partager. Il y a très peu de growers en Europe qui brident, contrairement aux States. Aux States, moi, tous mes amis que je connais, ils ont bridé. Ils ont tous bridé une fois. Moi, j'ai fait un breed, ça s'arrête là. Et aux States, si t'as pas bridé 3-4 génétiques, t'es pas considéré comme un grower presque. Donc, Ouais, c'est ça. c'est rare de trouver des breeders. Vraiment, il y en a peu qui ont bridé leur génétique et qui ont un truc vraiment sérieux qui tient la route et qui est légendaire. Après, moi, j'ai eu la chance de bosser avec un très bon ami à moi qui est un très bon ami à Shanti Baba. Donc, j'ai toujours eu la chance d'avoir des trucs qui venaient de DJ Short ou de Shanti Baba. Pour moi, ça a toujours été assez facile d'avoir des génétiques. Donc, j'ai toujours eu cette chance, c'est vrai. Je suis ravi de cet entretien parce qu'on arrive un peu au bout, donc on va pas vous embêter plus avec nos questions. Oro, il vous posera les questions finales, mais en tout cas, je voulais juste souligner qu'on fait en avril donc ce mois des producteurs. Je voulais vous remercier déjà d'avoir accepté notre invitation, hein, de tourner ce premier épisode de podcast avec nous. En tout cas, merci déjà.
Malgré tout ce qu'on a abordé, tout ce qu'on a pu dire, parce qu'on en a dit des choses, vous avez peut-être quelque chose que vous voulez rajouter, et puis nous, on a évidemment une question qui nous démange. C'est quoi le secret de votre hache? Parce qu'il est formidable. Ah, le secret. Apprenez aux autres producteurs, parce que bon, en fleurs, on est servi, hein, il y a des bonnes qualités sur le marché, hein, mais trouver un bon HCBD, si j'arrive à vous en citer trois, c'est le bout du monde. Non, le hash, il est de monstrueuse qualité. C'est pas moi directement qui le fait, c'est un ami qui le fait. Et franchement, il fait un travail de fou. On a de la peine. Là, il est à 0,9. Et il est vraiment limite. C'est pour ça qu'on en a des petites quantités. Le but, ce serait d'avoir la même qualité à 0,7. Et on n'y arrive pas. C'est pas possible. Le secret, bah, c'est les voyages au Maroc. Il n'y a pas de secret. Il a aussi beaucoup voyagé, que ce soit en Égypte, au Liban ou au Maroc. Donc, il a aussi un savoir qui est vraiment pas mal. Il a eu accès à des bons agriculteurs. Donc, il est très, très fort. Mais c'est pas nous qui le faisons. Et on espère réussir à avoir assez de trim, justement, pour qu'on puisse réaliser ce hashish avec lui et faire la même qualité avec la rhubarbe paille ou vraiment nos qualités. C'est exactement ce que je pensais, putain, un hache fait avec de la rhubarbe. Ça, c'est le rêve de Joe. Mais bon, j'ai dit qu'on a encore du boulot et puis il nous faut quand même, pour faire les tests et tout, il nous faut des belles Ça quantités. fait un an que j'en parle déjà. Je veux pas sortir 10 grammes et mettre... Oui, peut-être un jour, on sortira 10 grammes à gagner, un petit concours, ça pourrait être super, de faire gagner peut-être du BHO de rhubarbe paille, mais ce serait vraiment pour faire gagner ou... Mais ce serait presque se faire envie, on se dit. Les meilleures choses ne sont pas en abondance, hein, avouons-le. Exactement. Ouais, aussi, il faut savoir, mais... Ouais, on est des humains et après on en veut toujours plus et après il faut trouver des solutions pour en faire plus parce qu'il y a de la demande et même nous on en voudra. Donc c'est vrai qu'il est monstrueux et je trouve la façon dont il fume, il fait vraiment du super boulot. Malheureusement on ne va pas en plus finir. Mais on espère réussir à avoir vraiment quelque chose de cool à 0,8, 0,7. Faut vraiment Mais la rhubarbe, c'est vraiment la variété que vous avez avec la rhubarbe, c'est incroyable. Hein. Je l'ai fait tester autour de moi, les gens ils le phénotype, il est fou. Bah là, je suis le créateur de la rhubarbe paille. Il aimerait bien que je lui renvoie des clones pour garder le phénotype, justement. Ouais, ce phénotype cotton candy, un peu, il est rare dans le CBD. Franchement, c'est incroyable parce qu'en fait, tu as vraiment cette dualité de la rhubarbe, justement, qui est un peu. Genre, moi, j'ai croqué dans des tiges de rhubarbe quand j'étais jeune. Et tu as vraiment ce côté un peu doux, amer qui est. Tu retrouves en fumant, c'est assez bluffant. Ouais. S'il y a quelque chose que vous avez envie de rajouter ou qu'on aurait oublié d'aborder et qui vous tient à cœur, c'est le moment. Oh, moi, en tout cas, rien de spécial. Juste revenir peut-être, ouais, sur le hash. Encore une fois, le secret, je pense, c'est comme pour tout. Tu me disais, la qualité, même que ce soit de THC, de CBD ou de ce que tu veux, il y a tellement de mauvaises choses qui sont mises dedans que c'est ça le problème. C'est qu'on a une qualité pour tellement de choses qui est basse qu'on est habitué à ça au final. C'est pas, il n'y a pas de magie, quoi. C'est qu'aujourd'hui, on veut te faire un produit qui est de la cherry, alors il faut que ça ait absolument le goût de cerise, parce que c'est de l'orange, il faut que ça ait le goût d'orange, alors les gars, ils te sprayent dessus, ils vont inventer de ces choses, et c'est là où justement on détruit tout, que de rester à des choses simples, mais pures, avec des bonnes choses, et qui nous laissent des bonnes choses, et c'est là où on trouve des bons goûts. Après, bah, sinon, voilà, rien de spécial. Vous remercier, parce que franchement, ce que vous faites, c'est quelque chose que peu de gens font, surtout en Suisse, j'ai l'impression, c'est de nous faire découvrir. Parce que nous, on crée le produit, mais on le, comment dire, ouais, on l'expose pas forcément comme vous. Vous l'exposez aux gens avec des retours, vraiment en voulant donner aussi ce move aux gens, en leur faisant comprendre qu'il y a un mouvement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fermés et ils sont intéressés de comprendre, cette personne se traite de cette manière grâce au CBD, grâce à de l'huile, grâce à telle façon. Et c'est des choses qui sont vraiment intéressantes et que bah, pour vous, ça vous fait votre place à prendre dedans.
Et pour nous, les cultivateurs, comme disait aussi David, il y en a pour tout le monde, bah, ça met en avant aussi plein de personnes et c'est une jolie chose. Ça nous lie, ça crée des connexions et c'est que des Ouais, belles ouais. aventures, je pense, qui s'annoncent. Ce projet, c'est aussi pour mettre en lumière des gens comme vous. Donc, quand ça arrive, pour nous, on est content pareil, quoi. Faut susciter l'amour des produits et l'amour de la qualité et la recherche chez les gens. De tout au final, c'est ce qu'on perd aujourd'hui. Je suis désolé, mais voilà, il n'y a plus d'amour pour rien et c'est dommage. Ouais. On devrait aimer et avoir que des bonnes choses dans tout. On en a déjà, la vie elle est pas facile, alors au moins quand tu bois une bière qui est pas 90% d'eau dedans, quand tu fumes un pétard de CBD, que ce soit vraiment un bon pétard et pas bourré d'engrais, pas rincé, etc. ou importé de je ne sais où, pour tout au final. Regarde, tu manges des fraises en hiver, hein, voilà. Toutes ces choses-là au final non, mais par contre que ce soit dans les bonnes saisons, mais des bons produits. Pas vouloir toujours tout. L'être humain, on veut tout et pas cher. Bref, après, là, on pourrait partir dans ces discours. Et donner aussi de la force aux gens qui se donnent de la peine. Parce qu'on enrichit beaucoup tous ces gros et au final, ils font rien pour nous. Alors qu'il y a plein de petites personnes derrière qui se battent tous les jours dans tout domaine, hein, pour t'offrir des choses qui sont juste magnifiques et que nous, on voit pas. Parce qu'on est poussé par une virgule sur ton pull ou par une pomme sur ton téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Ouais, ouais. d'autres gens qui te proposent des alternatives qui sont juste magiques, mais qu'on a de la peine à voir. Donc, grâce à vous, bah justement, peut-être que ça peut faire connaître d'autres personnes. Parce qu'il y a plein de gens qui font des produits mieux que nous, différents, des choses magnifiques, mais qu'on connaît pas et qu'on connaîtra jamais parce qu'ils se mettent pas en avant. Et qu'à moins d'avoir connu cette personne au bouche à oreille ou à un endroit, bah, tu t'entendras jamais parler d'elle et tu ne pourras jamais accéder à ça. Et ce que vous faites, encore une fois, je trouve que c'est un travail qui est génial parce que vous allez ouvrir cet œil, on va dire, qui est très fermé aux gens sur ce monde qu'est cette plante. On n'a pas le même point de vue, mais on a le même amour. Ah, Ouais. comme il disait, arbitre de foot, on n'a pas le même maillot, mais la même passion. C'est ça. Ouais, ça va être le mot de la fin, quoi. Bah, ça déchire, franchement, ça fait plaisir et c'est souvent des bonnes rencontres, même ces gens-là qui sont dans ce cercle, on va dire. Comme partout, il y a des bonnes et des mauvaises personnes, mais on fait des bonnes rencontres et c'est génial, quoi. Ça fait plaisir. Il ne nous reste plus qu'à passer par la Suisse et venir vous serrer la patte en vrai, quoi. La porte, elle est grande ouverte, on est là avec plaisir, ça c'est sûr, à tout le Comme vous monde. voulez. Ah, ouais. Nous dites pas ça parce que nous, on va venir. Alors, on dit toujours venir, nous on est les premiers, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui nous écoutent encore, qui sont restés jusque-là, bah déjà merci. Et puis aussi merci à l'équipe d'Aistiki, à vous trois. C'était cool de vous avoir. Et puis écoutez, on va se retrouver pour un prochain épisode des podcasts producteurs. Merci à vous. Ouais, merci à aux gens qui écoutent et merci à vous. Ouais, merci à Sticky. Et n'oubliez pas que Sticky est un partenaire de testeurs de CBD, hein, donc le code promo et tout ça, vous connaissez. Allez, à bientôt tout le monde.